Salut Greg, Salut Jean-Fred, comment vas-tu? je vais très bien. Ah, et toi, j'espère que tu vas bien, mais Oui, je vais bien, ouais. juste avant qu'on commence l'épisode, je voulais qu'on remercie, pour pas oublier, parce que ça fait plusieurs jours qu'on dit ah oui, il faut pas oublier. Merci beaucoup aux frères Perrault-Audet pour le chocolat qu'ils nous ont envoyé, ainsi qu'à Michael. Dans le cadre de Hockey Manager, donc merci aux deux. Il y en a un des deux, si jamais, c'est le monde de Ben sur Instagram. Il fait des concours, il est très présent sur Hockey Manager, il aime beaucoup ça. Il y a aussi JP Simo, voilà. Merci en tout cas à vous deux. Et puis on peut commencer cet épisode. Exactement, merci à vous. Donc oui, deuxième épisode de la semaine, on avait décidé de laisser passer le match, les matchs de la soirée de mercredi entre Fribourg et Lugano et Zurich et Bienne. Il Bien s'est vu. passé plein de choses un peu partout. On a assez bien vu sur ce coup-là, je crois, parce que on a deux, trois théories à faire là. Après ces matchs, je te propose qu'on commence par Fribourg. Oui. Fribourg qui s'est fait surprendre par Lugano, 2-1 après prolongation. Pas un bon match de Fribourg. Je te propose qu'on a deux options. Soit on commence par parler de tout ce qui est pas extra sportif, parce que c'est sportif, mais tout ce qui se passe entre les coups de sifflet, ou on parle du match. Qu'est-ce que tu préfères prendre en premier? Presque les petites scènes litigieuses, non? Ouais, j'ai l'impression que c'est forcément ce qui va faire parler, ce qui fait parler, que ce soit du côté au portail nord ou au portail sud du Gothard. Voilà, exactement. Ouais. Donc, Deux du côté on va les prendre fribourgeois. ouais, on va les prendre dans l'ordre. Trois séquences, je pense, qui attirent qui vont attirer mon attention et probablement la tienne aussi. On ne s'est pas concerté, mais il y a aucune chance que ce soit l'inverse. Julien Sprunger qui prend pénalité de match après 5 minutes de jeu pour un coup à la nuque d'un joueur luganais quand ce joueur est à terre. Il lui tombe un peu dessus. Je pense clairement qu'il ne doit jamais faire ce geste-là. Mhm. On ne peut pas plaider l'accident du tout. Maintenant, la question, c'est quoi ta lecture sur cette situation? Déjà, pour moi, la pénalité de match est totalement justifiée. Il y a rien à dire là derrière, à mon avis. Et je voulais savoir si tu es déjà de mon avis. Alors, absolument, le coup sur Mirko Müller. D'ailleurs, Mirko Müller a pris 2 sur la séquence. Sprunger a pris 5e match. Donc, c'est surtout la hauteur de la canne qui va dans le coup. On se rappelle d'une scène, malheureusement, on dit, ouais, on n'aime pas comparer. Et j'ai l'impression qu'on dit chaque fois on n'aime pas comparer, puis on prend un exemple. Donc c'est un peu contre-productif, mais Théo Rochette avait asséné un coup à la hauteur du visage de Jonathan Eng après un coup de sifflet. Et puis il avait pris 3 matchs de suspension. Pour moi, Sprunger est grand, Mirko Müller est grand, ils font à peu près les deux, je pense c'est 1m94 et 1m95. Donc ils sont vraiment de la même taille et la canne de Julien à l'horizontale, à hauteur du cou, c'est vraiment pas mal. Hein. Les émotions, les playoffs, tout ça. Mais il a tellement d'expérience que Ouais. je pense que sans doute que le coup vient pas, il se dit pas tiens, aujourd'hui j'ai bien envie de lui asséner ça comme ça, out of nowhere. Non. Mais peu importe, en fait, là, tu dois garder tes nerfs. Tu peux pas faire ça à ce moment-là. Ouais, surtout qu'on l'a assez rabâché. Nous, on l'a écrit 25 fois. Et j'imagine que si nous, on écrit 25 fois un truc, dans le vestiaire, ils en parlent au moins 2 fois plus. Justement, les émotions doivent être sous contrôle, etc. Tu vas devoir être capable de gérer tes nerfs. Ce que, encore une fois, on va en parler encore longtemps, je pense, de ces séries-là, mais ce que Genève avait parfaitement su faire l'année passée contre ce même Lugano, justement, où il y a eu des émotions très hautes, mais il n'y avait jamais eu trop de choses du genre, de pénalité de match après 5 minutes de ton capitaine. Il n'y a pas Noah Rudd je peux oublier ça, hein, mais j'ai pas cette impression. Et là, ouais, c'est assez dommageable. Tu as donné un exemple qui me semble pas mauvais pour comparer, même si tu as raison, on n'est pas censé tout le temps comparer les charges ou les choses, mais là, c'est un coup à la nuque et ça va quand même être ça la base de réflexion
du juge unique à un moment ou un autre pour voir s'il faut ouvrir une enquête. Pour un peu de clarté sur la manière dont on enregistre cet épisode, il est 10h40 Zurich Meridian Time. Et pour toi aussi, je crois que c'est pareil. La dernière fois que je suis venu de ce côté-ci de la Sarine, c'était le même fuseau horaire et ça n'a pas changé, je crois. On n'a pas encore d'ouverture ou non d'enquête. Il faut savoir, et peut-être quand vous écouterez cet épisode, l'enquête sera ouverte. Ça peut arriver jusqu'au matin du match à 10h, donc vendredi matin 10h. C'est là où les Fribourgeois pourront, j'allais dire, desserrer les fesses, on va dire ça comme ça, pour la présence de Sprunger, et c'est également valable pour ce dont on va parler après. Mais pour l'heure, pas d'enquête. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'enquête contre Julien Sprunger. Et j'irais même un peu plus loin, ça m'étonnerait qu'il soit sur la glace vendredi soir. Mais ce ne serait pas la première fois que je me plante sur une interprétation de scène non plus. Donc je ne mettrai pas ma main à couper pour autant. À part ça, tu sais que déjà, je suis complètement d'accord avec l'interprétation on va dire, du juge unique. Où on s'est tellement trompé. Donc maintenant, en fait, pour pas être, c'est pas pour pas être déçu, mais j'ai l'impression que on évite de se mouiller. C'est vraiment chat échaudé craint l'eau froide. Donc on se dit il y aura pas, puis ah tiens il y a quand même. Ah ouais, bah on trouvait ça logique. Mais la roulette a donné ça comme verdict. Je voulais juste revenir aussi sur Julien Sprunger qui avait été relativement, comment dire, calme au niveau des pénalités ces derniers temps. On se rappelle dans un passé, pas forcément très récent, mais il a eu écopé de 4, de 7, et puis plus récemment, on va dire, je crois, il y a 4 ans, de 2 matchs de suspension. Mais par le passé, Julien Sprunger a connu des suspensions plus ou moins longues. Absolument. Je ne sais pas à quel moment il y a une prescription qui intervient. Ça j'avoue que je n'ai pas regardé avant en préparant cet épisode. Est-ce que son casier judiciaire, on va dire, a une influence ou non? Parce que forcément, on parle de quelqu'un qui a une carrière longue comme le bras. Oui. Donc, tu as plus de risque d'avoir un casier non vierge, on va dire, après 20 ans de carrière qu'après 6 mois, ou pour un étranger qui vient de débarquer en Suisse. Mais en même temps, tu dois pas. C'est difficile d'en faire totalement abstraction quand même. Donc, je me demande, et je me demande si ça va influer ou pas. Ouais. Donc, tu dis, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de suspension contre Julien Sprunger, c'était en 2018, sauf erreur. Mon collègue Mathias a écrit ça dans son papier de match. La dernière en date, donc c'est effectivement pas avant hier non plus. On parle pas d'un multirécidiviste surtout à court terme. Maintenant, on va pas s'amuser à lancer des chiffres en l'air et puis à voir s'il y en a un des deux qui sera pas trop loin. On est déjà assez bon, assez mauvais en pronostic sportif. J'ai l'impression que c'est encore plus aléatoire, donc on va sagement attendre de voir. Mais je pense que du côté de la patinoire Saint-Léonard ou de la BCF Arena, pour être plus précis, on réfléchit à un line-up sans Julien Sprunger. Moi, alors, de nouveau, avec les dates, tu sais, sur Internet, des fois, peut-être le papier était mis à jour, mais nous, on avait donné suspendu 2 matchs le 21 janvier 2020. D'accord. Une faute sur Bouron, Yannick Bouron qui était à Berne, il avait pris 2 matchs. Mais je dis pas que c'était forcément ça, parce que c'est moi bêtement qui regarde sur le net. Pour être précis, Mathias a écrit sa dernière pénalité de match, remonte à. Peut-être qu'il y avait eu une enquête à la suite d'un match, mais sans qu'il y ait pénalité de match Ouais. sur le moment, tu vois. Mais bref, peu importe, mais c'est pas très récent non plus. Non. Maintenant, ouais, encore une fois, on risque de pouvoir avoir un match sans Julien Sprunger vendredi. Kenville, qui est un petit peu différent, il se fait charger par Valmark un coin de la glace, il se dit « Toi, mon coco, je t'ai vu ». Il va lui en mettre une derrière la tête. Il prend très justement pénalité de match là aussi. Absolument. Pour moi, on n'est pas sur le même genre de cas. Est-ce que Kenville sera suspendu? Bon, j'arrive pas à dire oui, et toi? Alors, le cas est peut-être pas différent, mais moi, c'est ce côté... Alors, est-ce que c'est de la vengeance? Est-ce que c'est... Et donc, on excuse en disant, oui, mais Walmart a fait un truc d'abord, donc c'est lui qui a porté le premier coup. Ça, c'est l'argument de la robe trop courte. Non, ça marche pas. Voilà. Bah, pour moi, même si le cas est peut-être légèrement différent, je trouve aussi que pour une certaine
équité sportive dans le truc, tu mets un match à Kenville, si tu veux. Peut-être que tu en mets 3 à Sprunger, mais j'en mettrais un à Kenville aussi, tout simplement pour calmer peut-être aussi les esprits, puis dire, les gars, on sait que c'est les playoffs, on sait, on est bien conscient que les émotions sont plus fortes, que Lugano était mené 2-0, qu'il devait faire quelque chose, mais s'il vous plaît, restez juste dans les limites de l'acceptable. Là, les limites ont été dépassées, il y a sanction. J'entends l'argument et je crois que j'arrive pas à être d'accord avec toi. Tant mieux. Ce qui est très bien, hein. Mais en fait, pour moi, souvent ça m'énerve. Et chaque fois que je regarde du foot, je m'énerve parce que je vois des fautes qui sont dans les 16, puis ils n'osent pas donner penalty, puis si elle a lieu au milieu de j'allais dire au milieu de la glace, au milieu du terrain, ils donneraient forcément faute. Puis tu dis, mais attends, pourquoi vous sifflez différemment là et là? Et je me dis, peu importe ce qu'a fait Sprunger avant, ça ne doit pas influer sur la décision qui doit être prise contre Kenville, qui doit être jugée finalement indépendamment du contexte, on va dire. Mm-hmm. Et en fait, moi, c'est plutôt dans ce sens-là où je me verrais mal défendre une sanction contre Kenville si elle est prise en fonction du contexte de la série. S'ils estiment que ça mérite un match, alors dans ce cas-là, je pense que Sprunger mériterait un poil plus qu'un match. Bah, si tu fais une gradation des sanctions, alors... enfin, des fautes, je pense qu'on ne va pas les mettre sur la même longueur, enfin, sur la même échelle. Ouais. Mais ouais, par contre, à l'inverse, et là aussi, on a le droit de se tromper. C'est juste un avis, mais je peux imaginer que Lugano se prépare à avoir Kenville sur la glace s'il le veut le vendredi soir. Mm-hmm. Mais là aussi, on n'a toujours pas d'annonce. Je suis un peu. Je pense que la décision sur la glace, elle est juste, mais c'est pas parce qu'il y a une pénalité de match qu'il doit forcément y avoir une sanction derrière, non plus, de toute façon. Oui, tout à fait. Et puis la troisième séquence litigieuse, c'est à la fin du match. Ruotsalainen marque, magnifique but. Les 2 buts que prend Berra, c'est des buts de pleine lucarne. Enfin, il peut quasiment rien faire. Et en allant célébrer, il y a un contact avec Marcus Sørensen qui touche le genou. En fait, ça fait comme s'il sortait un petit peu le genou. En tout cas, on voit Bernd Wolf se tordre de douleur, se tenir le genou. Ça sentait pas bon sur les images comme ça, à peu près il part au banc. Ça va, là, les arbitres n'ont rien sifflé. Par contre, il y avait une pénalité, une de chaque côté, Motet, en tout cas côté fribourgeois, après le but. Et puis, je me rappelle plus du joueur luganais qui prend 2 minutes. Ça fait tâche juste de voir l'image de Bernd Wolf qui est allongé puis qui se tient le genou, en fait. Ouais, absolument. C'est difficile de dire que c'est un geste de frustration. Je peux pas dire que c'est un geste de frustration de Sørensen. On se demande un peu ce qu'il fout là au milieu. C'est plutôt ça. Non. Alors là, décidément, on n'est pas d'accord aujourd'hui. Ah non, moi je le vois alors clairement comme un geste de frustration. Clairement. Alors, je ne vais pas crier à l'attentat ou au scandale ou je ne sais quoi, mais par contre, oui, clairement. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu le but, là, à ce moment-là, jamais il y a ce contact-là qui a lieu. Il est franc fou et il fait rien pour éviter Wolf, dans le meilleur des cas, et pour être optimiste avec le geste de Sørensen, il n'a rien fait pour l'éviter. Et si on est un peu moins optimiste, il n'était pas mécontent que ça touche Wolf, à mon avis. Maintenant, là aussi, la question va devoir se poser. Est-ce qu'une enquête va être ouverte? On ne le sait pas au moment où on enregistre ça. Ce qui peut sauver Sørensen ou ce qui peut disculper Sørensen, c'est que les images que j'ai vues, en tout cas, et moi j'en ai vu qu'une qui venait depuis le coin, elles sont pas totalement claires. On voit pas un geste très clair en direction du genou de Wolf. Mais moi, j'arrive pas à me dire que c'est un hasard, mais je peux tout à fait voir qu'on dise, ouais, on n'est pas sûr sur ces images. Ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui vient au milieu? Après, voilà, il peut repartir au banc. Comme je crois, en fait, on est assez d'accord sur le fait qu'il touche. Il se dit, pour moi, il y a un contact qui est, je sais pas s'il est fortuit, mais en tout cas, il sort pas clairement le genou. Mais comme tu dis, il est pas mécontent de le toucher, mais j'arrive pas à dire qu'il y a une intention très claire. C'est plutôt, tiens, ma foi, bien fait, mais c'est pas ce qui... Il anticipait pas d'aller faire ça de base. Ouais, alors l'aspect prémédité, là, je te rejoins. Par contre, effectivement, maintenant,
là, est-ce qu'on s'attend à ce que Sørensen soit poursuivi ou mis sous enquête ou pas? J- j- plus ça va, et là par contre, là où je te rejoins peut-être sur ce que tu disais avant, est-ce que dans le contexte, tu dois pas un peu désescalader ça et en te disant, si on l'envoie là-bas à Lugano, on sait comment ça se passe les matchs à Lugano, il va passer une soirée un peu pénible. Ça peut être une soirée pénible pour tout le monde, pour ceux qui regardent le match, pour ceux qui l'arbitrent, pour tout le monde, absolument tout le monde. Pour le champagne Est-ce que, luganais. ouais, est-ce que dans ce contexte-là, on ne sort pas de la circulation pendant un match pour calmer tout le monde? Oui, ouais, alors. Mais maintenant, c'est clairement un gros coup dur pour Fribourg si ça se passe comme ça, parce que au-delà de cette faute, Sørensen, il est comme il est en saison régulière pour l'instant dans ses playoffs. Le but de Di Domenico, c'est aussi, je sais pas combien de pourcents on peut lui attribuer, mais il est vraiment dominant. Il se passe toujours quelque chose. Il y a quelques lignes comme ça dans le championnat. On en parlera après avec Zurich Bienne, la ligne Balcers, Malgin, Andrighetto. Moi, cette ligne avec Sørensen, Wallmark et un troisième larron, en tout cas le duo plus 1, fonctionne tellement bien que j'arriverai pas à me dire que ok, ça désescalade le truc, mais Fribourg serait quand même véritablement pénalisé par cette décision. Ah, mais complètement, complètement. Mais après, ben voilà, tu dois vivre avec les conséquences de certains gestes. Mhm. Mais là, tant pour Sprunger, pour moi, il y a pas trop de discussion à avoir sur le fait qu'il sera présent ou pas à Lugano. Je suis assez de cet avis-là. Mhm. Sørensen, je suis moins tranché, honnêtement. Je peux entendre que, faute de preuves, il s'en sorte. Mais on parle un peu hockey aussi. C'est exactement la phrase que j'avais dans ma tête. On parle un peu hockey aussi. Exactement, on parle un petit peu hockey. Le Fri- Fribourg-Gotteron ultra dominant pendant 2 matchs. Vraiment solide. Oui. Lugano avait montré toutes ses limites pendant 2 matchs. Puis tu pars dans l'acte 3 en te disant, bon, ben, Gotteron doit montrer à la maison qu'ils ne sont pas allés faire le double break, on va dire ça comme ça, à Lugano, et puis ils vont confirmer ça. Ils devraient en tout cas. Puis c'est pas forcément un mauvais match. Non. Mais avant de parler du match, moi j'aimerais parler d'un truc. Je suis terriblement gêné par cette histoire de chaudron avant le match là. Alors, j'ai pas vu, écoute. Il y a une sorte d'animation au milieu de la glace avec une sorte de magicien, avec un chaudron. Pour moi, c'est dans le top 3 les trucs les plus gênants que j'ai vu dans le hockey suisse depuis bien longtemps. Et c'est pas troisième. Et t'en as vu, hein? Euh, D'ailleurs, on en a vu des trucs et je suis terriblement gêné par ça. Voilà, je me devais d'en parler parce que c'est terrible. Ceci dit, ce match à Fribourg, bah, il a eu ce dont on vient de parler pendant un quart d'heure a forcément eu un impact sur le jeu. Fribourg est quand même revenu dans le match après avoir été mené 1-0, était pas mal, était pas loin de passer l'épaule en fin de match. Puis finalement, bah voilà, tu pars dans une prolongation qui est assez logiquement indécise. Et assez rapidement, Ruotsalainen a chopé la lucarne. Fribourg repart à Lugano 2-1. Ouais, ça change quand même pas mal de choses. Hein. Ah, alors, complètement. Honnêtement, en voyant le déroulé du match, je me disais, Fribourg était tellement dominant. Fribourg maîtrisait son sujet ou a maîtrisé son sujet pendant 2 matchs. Et même pendant ce troisième match, j'avais plus le sentiment de voir un Fribourg où il fallait vraiment que Lugano, il y a pas un coup du sort, mais il fallait quelque chose. Il fallait un bon gardien. Pas que Koskinen était ridicule, mais il n'était pas au niveau de Berra. Schlegel a été nettement plus à son affaire, on va dire, pendant ce match. Il fallait trouver un moyen de battre Berra. Je disais avant, Ruotsalainen et Fazzini trouvent des tirs imparables. Et il y a 2-1. Enfin, voilà ce qu'il a fallu pour que Lugano puisse aller en gagner une. Moi, je suis supporter fribourgeois aujourd'hui. Je me dis, ok, on a perdu ce match, mais tout ce qui est autour de cette série parle quand même nettement en notre faveur. Enfin, on a un gardien qui est au top. On a
Di Domenico, Wallmark, Sorensen, on a des gars qui sont capables de faire la différence. On maîtrise la première ligne adverse. Voilà, et pour que Lugano ayant gagné 3 autres, il faut vraiment un concours de circonstances, à mon avis. Tu me diras, c'est les playoffs. Effectivement, le match, toi, je pense que je me réjouis de le voir. Toi, tu te réjouis d'y assister à Lugano, parce que ça va être chaud. J'espère que ça va rester juste un peu chaud et pas devenir insupportablement pénible à regarder avec des jets d'objets, trucs comme ça, pour qu'on finisse avec 20 minutes plus tard, déjà des matchs qui commencent à 20h. Enfin, mais ça va être... C'est du hockey de... C'est de l'ambiance de play-off. Ouais, celui-là il va être chaud. Après, là où je te rejoins, c'est que Fribourg a toujours l'avantage de la glace. Ils ne doivent pas non plus commencer à tout remettre en question et à paniquer. Ce match-là s'est joué sur un coup de dé, on va dire ça comme ça. Et en fait, je me faisais la réflexion après le match, j'étais à Zurich-Bienne. Comment aurait-on réagi si Zurich avait perdu ce match contre Bienne en prolongation? Donc, même circonstance, tu mènes de 1, tu perds un de tes double breaks à la maison. Est-ce que vraiment on aurait commencé à paniquer? Puis en fait, si Fribourg veut appartenir finalement à cette classe d'équipe-là qui doit pas trembler quand tu termines deuxième de la saison régulière avec plus de 100 points, tu as été excellent de septembre à février ou à mars même, à part un tout petit coup de mou à un moment, mais sinon ultra régulier. Ils doivent être assez confiants de leur force et pas se faire dessus sous prétexte que maintenant ils en ont perdu un en prolongation à la maison. Je suis d'accord. Et c'est là où ça va être intéressant. Ça va être une belle épreuve pour cette équipe qui a grandi quand même. J'ai l'impression ils se disent suffisamment expérimentés depuis le début de saison et les résultats leur donnent raison. Hein. Ils vont expérimenter pour avoir du succès. Ça ne veut pas dire le titre, mais pour avoir du succès. C'est exactement dans un match comme celui de vendredi où on verra où on est exactement cette équipe de Fribourg-Gotteron dans la tête et s'il y a un cap qui a été franchi. Absolument, et je me dis aussi Maximilian Streulet sur le goal de Ruotsalainen, il apparaît pas au mieux, mais voilà, c'est un rookie. On a dit tout le bien qu'on pensait de lui pendant la saison. Il n'y a pas de raison que ce soit pas une épreuve aussi pour lui de se dire ok, bon voilà, là je me suis fait avoir, ça se reproduira pas, ou il y a moins de chances que ça se reproduise parce que je sais je vais peut-être avoir moins de gap avec mon attaquant et pas me laisser passer, sentir un peu mieux le coup, et puis c'est comme ça qu'on évolue et qu'on progresse. Ouais, tu en as parlé avant, changement dans l'alignement de Lugano avec la présence de Schlegel devant le filet. Il revenait de blessure, ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Je pense que moi, je me suis même posé la question si pour le match 2, il a envoyé Schlegel ou pas. Ouais. Et finalement, il ne l'avait pas fait. Il n'avait pas été bon, il n'avait pas fait les arrêts du tout, à aucun moment. Là, ça a offert une option supplémentaire à Gianni Nazzi de pouvoir jouer avec un attaquant de plus. Et honnêtement, je trouve que ça change pas mal de choses, cet attaquant de plus étranger. Ça te permet d'avoir quand même des lignes un peu plus menaçantes de 1 à 3. Tandis que sur les 2 premiers matchs, je trouvais que l'attaque de Lugano était, alors déjà dans les faits, elle n'était pas incroyable. Et aussi sur l'alignement finalement, où tu avais quand même beaucoup de joueurs qui ne sont pas censés être dominants en play-off. Je pense à des Canonica, des Patry, il y avait même Zanetti qui était là aussi. Ouais, Zanetti. C'est quand même pas des joueurs où tu te dis ouais, alors attention, je me méfie d'eux en playoff. Zanetti, c'est un super joueur, c'est tous de bons joueurs. Hein. Complètement. Mais je me disais quand même que c'était un peu light devant. Et avec ce rééquilibrage-là et un Kenville qui avait été placé devant, ça permettait d'avoir un peu plus de profondeur. Et vu que Schlegel a tenu la route, il n'y a aucune raison pour que Giannini rechange d'avis. La seule question, on l'a posée avant, c'est est-ce que Kenville sera poursuivi ou non. Moi, j'avais plutôt l'impression que non, donc à voir. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au pari sportif. On n'a pas été excellent, c'est le moins qu'on puisse dire la semaine dernière. Greg avait parié sur une victoire de Zug contre Berne pour le premier match. Il y avait 3-1, et puis tout d'un coup, Berne a décidé de se réveiller et a gagné 4-3. J'avais décidé de parier sur Lausanne en me disant qu'à domicile, ils allaient être dominants. Il y a eu 2-2 après 60 minutes. Et finalement, Davos s'est imposé en prolongation. Donc, on va essayer d'être meilleur cette semaine.
Et puis, avant de parler des paris, il y a juste un petit truc avec la Loro. Sur le site Jouer Sport, il y a 50 francs que vous pouvez gagner, un bonus de 50 francs aux nouveaux inscrits. C'est valable jusqu'au 30 avril. Il suffit pour ça de créer un compte et de placer un montant minimum de 20 francs sur un pari. On vous rappelle aussi, ne dépensez pas ce que vous n'avez pas. Ne commencez pas à vous dire... j'envoie des grosses sommes, donc vraiment toujours contrôler sa banque et faire pour que ça fasse un minimum de dégâts le cas échéant. Qu'est-ce qu'on a comme cote? On va vouloir se payer les vacances avec la victoire en suivant les deux Gugus de Colfax, en se disant très bien, je leur fais confiance, ils se trompent jamais. Mais on n'était pas mauvais à part ça, hein, parce que les deux paris qu'on prend, le match d'après, ils ont les deux gagnés. C'est juste qu'on n'a pas un bon timing. C'est juste ça le problème. Timing is everything, comme tu aimes dire en général. Qu'est-ce qu'on a comme cote pour les matchs à venir? On aura les matchs de... non, on va pas prendre les matchs de jeudi, donc on va prendre les matchs les matchs de vendredi soir. Donc, on a deux options. Il y a Bienne Zurich et Bienne Accueil Zurich. 2,30 pour la victoire biennoise, 3,50 pour le match nul. Et match nul, donc après le temps réglementaire, ce qui veut dire que ça part en prolongation, c'est gagné. Et Zurich à 2,40. L'autre match, et on en a pas mal parlé juste avant, c'est Lugano-Fribourg. À la Lugano, donc... si on pouvait parier sur plus de 100 minutes de pénalité, je trouverais ça super, mais malheureusement, il n'y a pas. Donc, on va devoir trouver autre chose. Lugano à 2,55, match nul 3,65 et Fribourg à 2,15. Et je contrôle quand même, parce que sur certains paris, non, il y a vraiment les buts, les écarts, le score exact, mais vraiment le nombre de pénalités exactes, hélas, on n'a pas ça. Mais est-ce que tu penses que justement, il y aurait eu de toute façon des tas de pénalités que, au contraire, les gens vont tellement se dire « il y a eu 78 minutes, donc ce coup-là, on va faire très attention ». C'est possible. Mais toi, tu partirais sur quoi On n'a que 2 matchs, ça devient un peu plus dur. Déjà que c'était pas simple avant. On peut aussi prendre les matchs de samedi. Hein. Alors, à la nuance près que je n'ai pas encore les codes sur le site de la Euro au moment où on enregistre, donc j'aurais tendance à dire plutôt non. Ok. S'il faut choisir entre ces deux-là, je trouve que la cote de Fribourg, à l'extérieur, compte tenu du truc, à 2,15, tu disais, je trouve qu'elle est basse. Ouais. Ce qui fait que... Après, ça dépend qui est... Quand même, si Sorensen est suspendu, je trouve que, sans que ça change complètement le truc, Berra est toujours bon et tout. Mais dans un contexte comme ça, je pourrais me dire, tiens, si Sorensen est suspendu, la dynamique, la frustration de voir quelqu'un suspendu... surtout le joueur le plus dominant, pourrait partir sur Lugano. Et puis, est-ce que Bienne, finalement, le baroud d'honneur, se dit non, on peut pas sortir comme ça. Et puis on en arrache une. Ouais, moi, je te rejoins totalement. J'aime beaucoup le pari de Lugano à 2,55. La dynamique est quand même un petit peu changée avec ce match à Fribourg. J'aime assez ce pari-là, je dois dire. Après, tu peux même t'amuser à dire on prend Lugano -1, ce qui veut dire que si Lugano doit gagner avec plus d'un but d'écart pour que le pari soit validé, et ça, c'est à 3,50. Et je trouve vraiment très, très haut. Je pense que ça se tente. Mais après, voilà, les playoffs. J'ai un ami qui m'a dit en début de série, il m'a dit je me réjouis de pouvoir commencer à parier sur les playoffs. Je lui dis, mais dis donc, c'est toute la saison régulière, c'est plus facile des fois qu'en playoffs où là, justement, il y a pas mal d'indécisions, il y a des matchs qui sont très serrés, qui se jouent sur peu de choses. Mm-hmm. Je dis, ouais, alors, tu as bien raison, c'est chouette, ça met un petit peu de piment sur ces matchs, mais c'est pas le moment le plus simple pour s'amuser, je trouve. Absolument. Le plus simple, par contre, c'est de nous retrouver sur nos réseaux sociaux vendredi matin pour voir finalement de quel côté on aura penché. Exactement. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Deuxième club que l'on va traiter, deuxième série finalement que l'on traite, c'est celle entre Zurich et Bienne. On l'a déjà évoqué. Bienne qui pourrait se dire... Ils ont le droit d'être frustrés, je pense. Même si Zurich est une superbe machine. Il y a 3-0 dans la série. Et puis, il a fallu aller en prolongation de nouveau pour qu'il
il y a un vainqueur, et ce vainqueur, c'est Zurich, grâce à un but de Zender, qui, Exactement. qui marque en prolongation. Zurich est vraiment pas passé loin de perdre ce match. Il y a eu Malguin qui va sauver un puck qui roule gentiment dans la cage vide. Il va chercher une canne au banc. Il patine vraiment très vite pour aller récupérer ce puck. Et puis, c'est Hollenstein qui, en fait, on lui tire dessus. Et voilà, à 6 contre 5, qui arrive à égaliser en fin de match. Ça part en prolongation. Et puis finalement, c'est Zurich qui gagne. Donc, On commence par parler de Hollenstein, peut-être. absolument. Il y a eu 2 scènes. On avait plusieurs scènes dans le match Fribourg-Lugano qui ont fait discuter. Là aussi, il y en a eu 2. Moi, je te propose qu'on commence par Hollenstein. Donc, tir de la ligne bleue. Hollenstein se trouve là, se tourne pour faire face au jeu, se protège un petit peu. Il y a ce mouvement qui est un peu bizarre où il se protège, où tu vois que il y a pas pour moi, il n'y a aucune intentionnalité là derrière. Et le problème, c'est que ça lui touche la cuisse. Il ne fait aucun mouvement en direction du but. Il n'y a aucune intention de rediriger le puck dans le but. Il a le droit, parce qu'il a, tant qu'il n'y a pas de mouvement en direction du but, c'est légal. C'est exactement ce qui s'est passé là. Il n'y a ni mouvement ni intentionnalité en direction du but. Donc, pour moi, il y a rien à dire. Et souvent, j'aime bien parler du body language et de choses qu'on peut voir sur la réaction des gens. De l'autre côté. Finalement, là, il se passe pas grand-chose. Les Biennois, ils disent rien. Ouais. Ils vont même pas commencer à gueuler pour aller à la vidéo. Et j'ai vraiment l'impression que ce but est... Je suis même allé parler au superviseur des arbitres après la 60e minute en disant mais le but de Lenstein, c'est bon, il y a rien à dire. Puis il était presque étonné que je lui pose la question. Puis il m'a dit oui, pourquoi? Je dis je sais pas, et ça lui touche la cuisse. À quel moment on doit essayer de décortiquer cette scène? Est-ce qu'il y a une intentionnalité? Il dit mais regarde les images, non quoi. Il était catégorique et moi, je suis assez de cet avis, hein. Mais vu qu'il était pas loin, moi je me suis dit ça fait, on avait 18 minutes à tuer, je vais aller parler 2 minutes avec. Ouais, et je suis assez de cet avis. C'est même plutôt bien parce que on se dit j'ai un professionnel sous la main, donc pour éviter toute polémique, aussi pour ton article après, parce que si tu reçois des mails et des messages sur les réseaux sociaux pour dire ouais, encore une fois vous êtes méchant avec Bienne, encore une fois vous êtes méchant avec Lugano, une fois encore vous êtes méchant avec un des clubs de National League, au moins comme ça désamorce finalement toute polémique. Donc là, pour moi, rien à dire. Il y a plus à dire, je pense, sur le but en prolongation de Yannick Zender, qui fait une déviation de Hornus, je crois. En fait, de Hornus, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec sa canne qui est assez haute, quand même, je trouve. Il y a un des angles qui m'embête, l'angle où on a l'impression qu'on est à la hauteur du banc, en fait, comme si on... Exact. C'est exactement cette image-là qui me fait me dire la canne est trop haut. Le problème, c'est qu'après, tu regardes l'autre angle, et là, tu dis, ouais, au moment où il touche, est-ce que je suis à 100% sûr? Et on rappelle la règle, on l'a déjà expliqué plusieurs fois ici. Sur la glace, le coup de sifflet, la décision des arbitres sur la glace, et c'est toujours ça qui est très, très important quand ils vont à la vidéo, c'est de savoir quelle est la décision sur la glace. Et là, ils ont dit but. Ce qui veut dire, et on l'a déjà expliqué, mais je trouve que c'est bien de le rappeler, ce qui veut dire qu'en allant à la vidéo, tu dois trouver un moyen de te désavouer pour changer la décision. Dans le doute, la décision sur la glace va toujours être maintenue. Et dans les directives aux arbitres, c'est vraiment primordial, c'est prenez une décision sur la glace. Parce que si tu vas à la vidéo en disant aucune idée, on verra bien, puis qu'il y a le préposé à la caméra qui n'arrive pas à te montrer d'image, t'es mal. Donc ils doivent prendre une décision. La décision a été prise, il y a but. Pour eux sur la glace, il n'y avait pas de doute. Enfin, oui, il y avait peut-être un doute, mais on a pris cette décision-là. On va à la vidéo. Premier ongle, à mon avis, ils se disent comme nous, c'est haut cette histoire. Puis sur le deuxième, tu dis, ouais, je sais pas trop. Puis dans le je sais pas trop, on en revient à la décision sur la glace et on l'a accordé. Moi, je pense, et ça, je peux pas parler en leur nom, mais je pense qu'en s'endormant au moment de s'endormir après le match, en rentrant à la maison,
à mon avis, ils sont pas sereins et ils se disent ouais, là, peut-être qu'on n'a pas la bonne décision, mais avait-on moyen de la prendre finalement? Mhm. Parce que si inverses la situation, puis finalement, avec cette image où tu as un doute, tu vas vers Zurich, puis tu dis les gars, on n'est pas sûr, mais on a décidé de tourner notre décision sur la glace, puis on le donne ce but. On Ouais. l'annule ce but. Bah là, il y a aussi une erreur qui est assez grave en fait. Et le processus décisionnel n'est pas respecté. Donc, je comprends ce qui s'est passé sur la glace et je pense que malheureusement, ils ont pris la bonne décision. Ils ont pris la bonne décision en fonction de ce qu'ils avaient comme image. Mais pour moi, la cannelle est quand même trop haute. Ils auraient dû l'annuler. Mais s'ils avaient annulé sur la glace, ils auraient maintenu la décision. C'est ça en fait le problème, c'est que si sur la glace ils l'annulent, ils peuvent pas venir en arrière, et à l'inverse, ben, ils ont accordé, donc ils ont pas pu revenir en arrière. Ouais, c'est que le clean, le fait que ce soit clean, le puck rentre dans le goal facilement, ils sont obligés de l'accorder. Finalement, ils le voient arriver, ou alors ils sont sûrs que la canne est terriblement haute. Puis à ce moment-là, ils font le geste avec les mains pour dire no goal. Mais comme ça se joue à quelques centimètres, en fait, il faudrait une IA ou quelque chose qui calcule au moment de l'impact très rapidement, disant voilà, il y a 1,60 m, la hauteur du but est à 1 mètre machin, donc selon les calculs faits rapidement par une machine, une sorte de, comment dire, le Hawkeye au tennis, un truc comme ça pour dire non. Mais d'ici là, on est obligé de se baser sur des caméras placées assez intelligemment, et je pense que même avec une caméra, il faudrait vraiment une caméra placée idéalement dans l'axe, à peu près à hauteur de la ligne de but, et qu'il n'y ait personne qui gêne visuellement le truc pour qu'on voit. Ouais, mais le problème qu'il y a là aussi, c'est que Tsender n'est pas très proche du but. Parce que c'est aussi ça, c'est que tu peux avoir un point de repère en tant qu'arbitre de dire bon, ok, Tsender, parce qu'après, s'il faut commencer à dire, allez, sur Elite Prospect, puis dire, attends, Tsender, il fait combien? 1 mètre, Plus j'ai aucune 5 idée. cm de patin. Voilà, tu rajoutes, il a quel genre de patin? Lui, il a ceux-là, alors rajoute 6 cm là, 8 cm là. Ensuite, ouais, il a un tout petit peu sauté, donc là, les épaules sont-elles au-dessus de la latte? Ouais, je sais pas. Enfin, là, ça devient. Tu sais, c'est un peu le film JFK, quoi, où tu as la théorie de la balle folle, et puis il faut commencer à interpréter. Enfin, on s'en sort pas. Donc là, bah, malheureusement, le processus décisionnel est juste. Je pense que le HCBN peut vraiment être mécontent de ce qui s'est passé, parce qu'il méritait de ne pas perdre sur cette action. Est-ce qu'il méritait de gagner? On va y revenir après. Mais en tout cas, il méritait de ne pas perdre sur cette action. Ouais. Bah, tu dis, on va y revenir. Il y a eu 3 poteaux pour Bienne, ce qui est relativement rare pour être signalé. Quand tu perds 3-2 après prolongation, que tu mènes 2-1 sur un but de Brunner, je trouvais qu'il y avait un côté un peu belle histoire. Mais le Zurichois de Cloton, qui marque ce goal. Alors, il n'a pas eu une saison hyper simple au niveau des blessures, mais il a toujours cette joie de vivre, cette envie. À son âge, j'ai trouvé aussi un Forster, malgré son âge canonique, qui est toujours, je l'ai trouvé bon dans les circonstances, on va dire. Hein. Forcément que des fois, il doit compenser son manque de vitesse par du placement et de la vitesse. Je le mentionnais aussi avant, cette ligne Balcers, Malguin, Andrighetto, c'est un sacré délire. Hein. C'est vraiment très solide. Balcer, je pense que c'est un des étrangers qui fait le moins de bruit. Est-ce qu'on en a vraiment parlé une fois cette saison dans un de nos podcasts? Je suis même pas sûr. Ou alors on l'a mentionné une fois son nom quand il est arrivé. Oui. Mais ouais, là en playoff, c'est vraiment du très très solide. Ça fait presque de l'ombre à un Freuden dont on a plus parlé durant cette saison que lui. Mm-hmm. Mais là, avec Andrighetto, c'est vraiment, ça va vite, ça joue juste. Quand ils sont sur la glace, il se passe toujours quelque chose. Ouais, Ambry, pourquoi Ambry Zurich, très très belle machine. Et bah oui, 3-0, c'est assez mérité. J'ai fait mon analyse de newsletter après le match, du coup, avec ces prolongations qui durent et durent et durent. Je me suis retrouvé à faire des analyses au milieu de la nuit.
Mais j'ai trouvé assez intéressant la dynamique de cette série si on la compare à celle de l'année passée, où, où finalement les statistiques, cette saison, Bien fait globalement une meilleure série que l'année passée. Et l'année passée, ils ont gagné 4-0 cette série. Et en demi-finale. Et je trouve des fois assez intéressant. Et c'est là, justement, quand on parle de trend à long terme, justement de tendance au niveau des statistiques, et de ne pas dire ah ouais, mais vous, avec vos stats avancées, regarde, il y avait 3 expected goals à 1, puis ils ont quand même perdu. Ah ben ouais, ça arrive en fait. Et justement, je trouve intéressant de voir, de dire, ben voilà, ça c'est les limites du court terme dans une série où il y a une variance immense. Et ben voilà, là c'est la preuve exacte des limites des stats avancées dont on en a clairement conscience. Absolument, moi il y a un joueur alors qu'on n'a pas mentionné, c'est Derek Grant que je trouve excellent dans cette série, vraiment sur le powerplay aussi. Je crois que j'en ai parlé hier dans la partie sur Lausanne. On parlait de Rasmussen, puis j'ai moi Grant à Zurich, je le trouve vraiment très très bon, très intelligent. J'étais étonné par contre, je sais pas si ça toi aussi tu t'es fait cette remarque. J'ai vu le temps de jeu de Harrington et je me disais tu vois, Mark Crawford, il sait qu'il a besoin d'avoir un défenseur étranger en plus de Mikko Lehtonen qui est beaucoup plus offensif normalement, en tout cas qui est capable de jouer sur le powerplay et tout. Et Harrington n'était pas forcément là pour ça. Puis je me faisais la réflexion interne de me dire est-ce qu'il a pas trouvé son McCarthy pour de Bob Hartley en fait, quand Zurich avait McCarthy, puis qui n'était pas un joueur comment dire, c'était pas hyper flashy, mais c'est lui qui avait marqué le but qui avait permis à Zurich d'être champion, tu vois. J'allais dire, je répondrai à ta question le soir du match 7 à Berne, voir si l'histoire se répète. Mais ouais, c'est là que tu vois le luxe que peut avoir un Zurich, d'avoir un joueur comme ça, justement, presque comme complément. Et finalement, ça rejoint presque ce qu'avait dit Marc Lutti à une époque où finalement les étrangers, quand on aura 6, bah après, tu vas compléter ton roster avec ce genre de joueurs. Oui, après, quand tu peux avoir Andrighetto, Malguin, Koukan, c'est un peu plus facile aussi de pouvoir aller chercher des étrangers comme complément et non comme leader de ton équipe. Mais ouais, je pense que la défense zurichoise, globalement, est impressionnante. Et puis finalement, tu as un peu l'impression que, je sais pas comment dire, mais pour bien la saison, finalement, elle a été sauvée, j'ai l'impression, Oui. en se qualifiant pour les playoffs, en se sortant du play-in. C'est déjà presque une réussite. Je rappelle que quand on a fait notre épisode avec les différents supporters des équipes, la tendance était presque ouais, bon, si on tirait la chasse sur cette saison et puis on revient l'année prochaine. Là, ils ont quand même réussi à vivre quelque chose de chouette en cette fin de saison et à montrer que peut-être ce qu'ils avaient construit ces dernières années, c'est pas écroulé non plus en 6 mois. Et en un sens, c'est déjà pas mal. C'est un peu défaitiste. Ils sont pas éliminés. On en parlera quand ce sera le cas, si ça arrive un jour. Mais je pense quand même qu'il faut le mentionner que c'est déjà une réussite d'être là, quoi. Mais c'est une réussite, je suis d'accord, mais j'ai l'impression quand même qu'au vu du match, en se disant qu'il y avait encore 2-1, en plus, ils vont chercher ce but en fin de match par Brunner, où tu te dis, où tu fais ah ouais, Bien n'est vraiment pas mort. Ils ont montré qu'ils avaient encore de la ressource. Pour moi, ce match-là, objectivement, ils mériteraient ils auraient mérité de le gagner aussi, juste pour un peu mettre la pression. Et j'aurais bien voulu voir un 4e match à Bienne avec un 2-1 en faveur de Zurich. Là, ça ne veut pas dire que Bienne ne va pas pouvoir aller en gagner une, mais on l'expliquait, 4 matchs à gagner pour renverser la série, dont plusieurs matchs où tu n'as pas l'avantage de la glace. Ouais, faut quand même... c'est un sacré défi, quoi. Et à quel moment la fatigue des 4 matchs de play-in va les rattraper. Pour l'instant, j'ai trouvé que ça allait. Moi,
j'aime bien voir offert. J'ai vu que c'est défensivement, c'est pas toujours ça, mais offensivement, des fois, il a de ses fulgurances. C'est un joli joueur à voir. Est-ce qu'il garde des fois un peu trop son puck? Possible, mais je trouve que des fois, il est un peu comme Berchi, où tu te lèves, tu es en train de te lever de ton ciel en disant « Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et c'était assez intéressant de le voir, mais peut-être que c'était pas assez efficace sur les quelques actions, mais je trouve que c'est un joueur qui est vraiment sympa à voir. Ouais, absolument d'accord. Mais ouais, puis tu parlais de ce match-là où justement Bien menait tard dans la rencontre. Si on se rappelle aussi le premier match à Zurich, on a aussi un Bien à la 45e qui mène d'une longueur. Donc en fait, sur les deux matchs à Zurich, ça n'aurait pas été un scandale qu'un des deux soit remporté par Bien. Et effectivement, comme tu dis, si tu reviens à la maison avec un 2-1, bah, c'est exactement la situation dans laquelle est Lugano, hein. Absolument. Tu reviens à la maison avec un 2-1, alors oui, tu vas encore devoir aller gagner une fois là-bas, mais la pression, elle peut assez rapidement changer d'épaule. Là, à 3-0, la pression, elle va changer d'épaule si ça revient à 3-3, pas avant, à peu de choses près. Et j'en ai parlé un petit peu après, et avec Steinegger et avec Gaëtan Haas à la fin du match, en leur disant, ah, vous avez prévu d'aller faire des coups de fil aux Zougois pour demander comment on en gagne 4 de suite contre une équipe des Zurich Lions. Puis Gaëtan a dit, ah ouais, pourquoi pas, je peux appeler Grégory Hoffman, il a rigolé. Steinegger avait l'air un peu plus, pas, pas abattu, ouais, assez dépité en disant, mais là, on va déjà essayer de gagner le prochain, puis voilà, après on verra, mais c'est important de se régénérer un maximum. Et il n'était pas très joueur au moment de l'interview. Et en même temps, le but, c'est pas de les faire rire à l'interview, on n'est pas des clowns, mais d'essayer de trouver un petit angle sympa à dire, ah, mais comment faire quand tu dois en gagner 4 de suite contre une équipe qui paraît invincible? Est-ce que Zurich a perdu 4 fois de suite cette saison? Je ne suis pas allé regarder, Je crois mais pas. j'ai pas l'impression. Donc, bah voilà, là maintenant c'est une tâche gigantesque qui est devant. Enfin, Gaëtan, ça parlait à plusieurs reprises de montagne à gravir, puis qu'en gros il fallait commencer par le premier pas, quoi. Et effectivement, gravir la montagne, je trouve que c'est une assez jolie métaphore pour parler de cette équipe zurichoise. Déjà, rien que de la battre 4 fois dans une série de 7, bon courage. Mais alors maintenant, ben voilà, j'espère qu'ils ne sont pas aussi défaitistes que nous dans le vestiaire, mais cette défaite, elle fait quand même sacrément mal. Il y a juste si ça te va aussi, deux news d'actu concernant Bienne. André Olsson, coach à Turgovie pour 2 ans. Ouais. Comme il est assistant à l'heure actuelle et qu'il a fait du bien à Martin Steinegger et à Bienne, c'est un binôme qui fonctionne, je trouve, assez bien. Et il était à Martigny, mais comme Martigny a demandé sa relégation, bah forcément qu'il fallait qu'il se trouve quelque chose. Et je pense qu'à Turgovie, ils se sont dit non, mais attends, viens chez nous parce qu'on trouve que tu fais du bon job. Et Nicolas Muller, attaquant de 24 ans, c'est un Bâlois d'origine, en tout cas qui a fait ses juniors à Bâle, qui a prépassé par la Suède, mais surtout en moins de 20, junior élite suédois. Il est parti à Michigan State en NCAA, clin d'œil à Vukovic. Si vous vous souvenez, notre première interview, on avait parlé de Michigan State avec lui. 34 points en 38 matchs en 22-23, c'est un attaquant, hein, et 27 en 35 cette saison, 7 buts. C'est plutôt un attaquant, il fait pas 2 mètres, mais il est assez costaud. 24 ans, c'est pas non plus un jeune premier qui débarque. Donc, je trouve que c'est une jolie signature. Je pensais qu'on verrait plus Miles Muller du côté de Bienne que Nicolas. Miles Muller, lui, il ira à Ambry. Il cartonne aussi, ça marche très bien pour lui en junior canadien. Mais entre Dionisio, Nicolas Muller, c'est des signatures que j'aime beaucoup. Ouais, je pense que la filière NCAA, elle est très sous-estimée chez nous. En Suisse, globalement, je dis pas au niveau des recruteurs, mais si tu regardes ces statistiques, tu dis, ouais, bon, il est à moins d'un point par match. Mais c'est une ligue qui est ultra compétitive. Il suffit de voir dans les drafts actuels, il y a de plus en plus de joueurs qui ont suivi cette formation-là avant d'être repêchés. Mm-hmm. C'est une belle école pour progresser.
Et là, il a fini son cursus universitaire. Il a joué 5 ans à Michigan State. C'est un solide gaillard. Il fait 1m84 pour 87 kilos. Il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile. Belle signature. Je suis d'accord. C'est un joueur que je me réjouis de voir en Suisse parce que ça fait un moment ça fait partie de ce genre de profil sur lesquels je vais régulièrement voir où ils en sont, voir ce qui se passe avec lui. Et sans forcément les voir jouer, tu vois. De temps en temps, il y a un clip par-ci par-là, mais vraiment pas grand-chose. Et voilà, ça fait partie des joueurs qu'on va pouvoir découvrir l'année prochaine grâce au HCBN. Ouais, puis il y avait juste, on en reparlera peut-être plus clairement ou plus en détail dans dans un autre podcast. Spacek, pourquoi je dis Spacek et que je le lis à Bienne, parce qu'il a signé 2 ans à Genève, mais c'était un peu, ça s'est joué entre les deux clubs si je ne dis pas de bêtises. Alors, si je n'écris pas de bêtises, ouais, effectivement, les deux étaient en discussion avec Spacek et finalement, c'est Genève qui a fait la différence. Je peux imaginer que la petite incertitude à Bienne sur l'avenir de qui sera le coach pour un joueur, ça a une importance. Et le fait de ne pas le savoir à ce moment-là, ça n'a probablement pas aidé Bienne dans cette discussion-là avec Spacek. Et voilà, on est au terme de cet épisode 29 de la 6e saison de Colfax, 2e épisode de la semaine. Comme ça, on rattrape certaines semaines si on n'a pas eu d'épisode, parce qu'après Roland Gué des Pécalistes nous dit « Ouais, des semaines vous n'êtes pas là. » Du coup, on revient à la moyenne d'un épisode par semaine grâce à ces playoffs. Prochain épisode, on ne sait pas exactement encore. Ça va un peu dépendre de l'évolution des différentes séries. Peut-être qu'on reviendra pour un épisode spécial sur un club s'il se qualifie ou est éliminé. Bref, le meilleur moyen de savoir quand est-ce qu'on revient, c'est nos réseaux sociaux. On va toujours publier un message pour annoncer l'épisode du soir. D'ici là, nous, on est disponible pour répondre à toutes vos questions. On est présent sur certains matchs. Si vous nous croisez, moi, c'est plutôt en Suisse allemande pour l'instant. Moi, c'est ce soir à Lausanne, notamment. Bien du plaisir, d'ailleurs. Merci. D'ici le prochain épisode, profitez bien de ces playoffs et ne jetez pas trop d'objets sur la glace parce que c'est très agaçant. On n'aime pas ça. Merci de ne pas le faire. Je suis sûr que les gens qui font ça n'écoutent pas Colfax. Je ne peux pas vivre dans un monde où les gens qui jettent des trucs sur la glace sont nos auditeurs. Je refuse. Exactement. Portez-vous bien et bon match. Et à bientôt.